Martin Rucoctane vous est présenté par Carrier Harley-Davidson, 3 succursales pour vous servir. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, c'est la continuité de notre périple Côte-Nord. Notre road trip avec les 2 Panaméricains d'Harley-Davidson se continue. On va cette semaine au bout de la route, littéralement. On va aller taper sa pancarte, puis on va aller voir s'il n'y a pas un petit chemin de terre ou de garnotte après le bout de la pancarte. On rentre encore plus loin dans l'amitié. Nicolas et ses amis, les passionnés de VHR, des passionnés de cette région qui est très grande et exceptionnelle. On va toucher un petit peu à la gastronomie. On va faire encore un petit peu de VHR, nous, Autriche. On les suit avec nos motos et on découvre une région immense. C'est du octane et ça continue maintenant! J'ai pris l'opportunité de faire un petit talk avec un expert d'ici chez Carrier Harley-Davidson Saint-Hyacinthe. William, allô? Allô? Nouvelle génération Harley-Davidson. Pourquoi ils ont sorti un modèle aventure comme ça? À cause du segment, écoute, c'est en pic actuellement partout, autant au Québec, au Canada, dans le monde entier. On l'a vu avec toutes les autres marques. Harley ne fait pas passer à côté de l'opportunité. C'est la première version, c'est la première génération, mais il y a 2 modèles, il y a 2 versions du 1250. Parle-moi un petit peu. On a la standard, on a la spéciale. Au niveau de la standard, on va avoir tous les équipements de base du bike. Ensuite, sur la spéciale, ce qu'on a de plus. Roue de broche, suspension semi-active, une première dans le monde de l'aventure. Ce que ça fait, on va voir la suspension descendre lorsqu'on arrive à 0 km/h. Si on veut, par exemple, on peut la garder lockée dans les airs. Quelqu'un qui va faire de la trail, qui veut passer par-dessus des billots de bois, qui veut passer par-dessus des roches, peut garder ça autrement. Et ça se fait automatique. Le bike va baisser d'à peu près quoi, 1 pouce, 1 pouce et demi? 1 pouce et quart environ, oui. OK, donc ça fait une différence pour quelqu'un qui va avoir les 2 pieds à terre. Le gros avantage qu'on voit aussi, quelqu'un qui va rouler avec un passager, quelqu'un qui va rouler loadé dans ses valises, le derrière de la moto va se niveler automatiquement. OK. Ce qui va faire en sorte qu'on garde le raking optimal. Le modèle est déjà bien équipé, le modèle standard 1250. La spéciale, pour avoir les équipements supplémentaires, on parle d'à peu près quoi, là, grosso modo? On parle d'environ 3 900 $. OK. C'est-à-dire que si t'es vraiment sérieux... En plus, j'ai vu qu'il y a des crossbars aussi. On a des crash bars, on va avoir un steering damper. Ouais. On va avoir une skid plate qui est un petit peu plus prononcée. Merci, William. Merci beaucoup. Bonne continuité. Toi aussi. Nicolas, tu vis dans un coin de paradis. On a visité, on a rencontré des gens, tu nous fais découvrir des endroits magnifiques, puis c'est tout proche de chez toi. Oui. C'est une région, ça relie toutes les petites municipalités autour, toutes les choses qui se passent, tout se passe autour de ça. Il y a des petites municipalités qui ont des belles choses à voir à plusieurs places, mais tout se relie avec Havre-Saint-Pierre. Ouais. C'est vraiment bon. Les grandes villes, on a besoin de ça, mais ne pas jamais oublier, puis j'ai déjà dit ça aux politiciens, ne jamais oublier que le cœur et les poumons de la province de Québec, c'est les régions. Oui, puis j'ai l'impression ici, quand tu es dynamique, tu as des bonnes idées, que c'est un peu comme au siècle dernier. Là. Je dirais pas que c'est le Klondike, mais tu peux, parce que ta famille remonte depuis longtemps. Vous êtes des gens d'affaires. On n'est pas capable de faire un coin de rue sans qu'il y ait un vigneault sur les pancartes, que ça soit la quincaillerie, que ça soit la place où tu vas chercher des trucs de pêche puis de chasse. Vous êtes vraiment bien établis. Express Havre-Saint-Pierre, on en croise tout le temps. Nous autres, on parcourt le Québec avec nos émissions. On croise vos camions. C'est beau de voir le développement puis l'implication que vous avez dans la région. Notre mission, c'était nous y croyons.
puis c'est vraiment assez apprécié de tous les gens autour ici, d'avoir vraiment un fondateur de la région. Mon père, là, c'est vraiment un des fondateurs de la région. C'est génial. Tu penses-tu qu'ils ont de l'huile de Kimpex ici? Ça devrait avoir gardé ça. Écoute, on n'aura sûrement pas d'huile à chaîne comme Kimpex vend, mais on va se débrouiller avec ça, hein? Ouais, ça va faire. C'est mieux que pas d'en avoir. Oui, exactement. Tu me dis que tu avais besoin de quoi? Un petit couteau? Oui, un petit couteau. T'es à la bonne place. Un gros couteau, un petit couteau, c'est quoi, là? Qu'est-ce que t'as besoin? Un petit couteau. Un petit couteau? Oui. Ça serait parfait, ça. Excellent. Ça nous dépannerait en masse. Je trouve ça génial qu'en région de même, t'as une belle quincaillerie comme ça. Mais hein? Tu trouves tout. Moi, je pensais qu'il n'y avait rien. Finalement, tout est là. Théo, ça fait combien de temps que le restaurant est ouvert? Dans la même famille depuis 1977. Mes parents l'ont racheté de M. Donald Bouchard, Rosabelle Boudreau. Et c'est eux qui l'ont nommé chez Julie. Leur fille s'appelait Julie Bouchard. OK. Et quand mes parents l'ont acheté, il y avait d'autres restaurants. Donc, ils ont gardé le nom. Puis ça n'a pas été vraiment transformé en des dizaines d'années, finalement, ton resto? Non, ce qui arrive, c'est que à chaque fois qu'on a une question à se poser, est-ce qu'on investit dans l'assiette ou ça bâtit, ça a toujours été l'assiette qui a gagné. Parce que les gens viennent, deuxième, troisième génération, s'attendent à avoir un menu, avoir certaines assiettes, et c'est un menu qui est extrêmement pesant. Tu sais, en bout de ligne, les gens n'entendent tellement parler, ils s'attendent à arriver ici, voir le château Frontenac. Puis là, ils font comme moi. On dirait un vieux diner des années 70. Ben, c'est un vieux diner des années 70. À chaque fois qu'on se pose la question, est-ce qu'on change le concept? La réponse est non. Les gens s'attendent à ça, les gens qui viennent depuis longue date. On a des travailleurs, c'est un restaurant familial. On a des familles qui viennent, donc les menus enfants et tout ça. On a clientèle touristique, clientèle locale et tout. Il y a même ton père qui était encore dans les cuisines à 74 ans, je me trompe? Oui. Commerce familial, tout le monde met l'épaule à la roue. T'as pas le choix. T'sais, c'est comme un puits. Donc, tout le monde boit dans le puits. Par contre, quand il manque d'eau, tout le monde prend une pelle et creuse. Donc, moi, évidemment, je suis revenu, ça fait 15 ans, épauler mes parents. J'ai racheté le commerce, mais mes deux parents sont là encore avec moi. Wow. Et puis, on a des employés qui sont ici depuis le début. Des fidèles. Des fidèles, oui. Ça prend une équipe. On a eu le privilège de garder notre équipe intacte durant tout ce qui s'est passé. Et ça, je vous dirais que ça fait l'envie de tout restaurateur. Dans le fond, je vais expliquer ce qu'on va faire. Là. Comme j'ai discuté tantôt, on va commencer à l'île Quarry. On va se rendre là-bas. Là-bas, il y a un sentier de 0,6 km qui traverse l'île. On va se rendre au sud de l'île là parce que c'est marée basse. On va profiter de la marée basse pour aller voir les monolithes là. Après ça, on va se diriger vers l'est en passant par Kniapsco. On va débarquer là aussi. Après ça, on va longer l'île du Fantôme du côté sud, montrer les falaises qu'il y a là. On va s'approcher vers ici. On pourrait aller luncher à l'île au Marteau. C'est super tranquille, ce temps-ci, il n'y a pas beaucoup de monde sur l'eau, fait qu'on va profiter. On va aller luncher là-bas. Puis après ça, ben, quand ce va être satisfaisant, ben, on va revenir vers l'heure.
Nous sommes au début de notre visite sur l'île Quarry, les fameux monolithes des îles Mingan. Olivier, ça continue à bouger, ces roches-là? Oui, l'érosion, c'est encore actif. Surtout l'hiver avec les tempêtes de fin d'automne, tout ça, là, puis durant l'hiver, il y a de l'érosion. Est-ce que c'est la glace qui fait que ça bouge? Bien, avec les années, c'est l'effet de la mer, tout ça, parce que tout ça, ça a été à une certaine époque sous l'eau. OK. Sous la glace aussi, parce qu'après la dernière période glaciaire, les glaces se sont retirées, puis l'archipel est sorti de l'eau tranquillement. Puis ça a fait ce que vous voyez là. Ça fait que ça n'a pas poussé là. C'est tout ce qui est autour qui a disparu. Qui est érodé. Tout le dessus. Fait que si on prend ce rocher-là, ça a pris combien de centaines de milliers d'années avant de se former comme ça? Bien, la dernière période glaciaire, on parle de 9000 ans, je ne me trompe pas. Ça fait que c'est ça. Au moins 9000 ans. C'est après que ça passe. Merci, Olivier. On continue. Salut. Fait que le gel dégèle, tu sais, l'eau va dans les craques, dans le fond de... C'est ça, puis ça fait de l'expansion, puis ça revient, ça fait que c'est propice à les faire craquer aussi, non seulement éroder, mais aussi craquer. Olivier, tu me disais que tu es capable d'amener jusqu'à 300-400 personnes par jour sur tes 4 bateaux. Mais là, il y a de la mer ici, là. On n'est pas sur un plan d'eau, c'est pas un petit lac, là. C'est capable d'en prendre, tes Zodiacs, tes bateaux? Oui, c'est des bateaux vraiment stables. Puis c'est pour ça que les excursionnistes comme nous, c'est souvent, là, pour les petites capacités de 24 passagers et moins, c'est souvent des Zodiacs à cause que c'est stable. Puis c'est la capacité de charge qui est importante. Là. Puis c'est des bateaux super sécuritaires. Si on monte dans les airs, là, exemple, là, tu prends mon quadricoptère, tu montes super haut, on verrait combien d'îles au total? Des îles d'importance comme ici, il y en a une vingtaine. Mais si on compte tous les petits îlots de granit là, sur le littoral, là, jusqu'au village d'Aguaniche, là, vous avez passé là d'ailleurs, oui. Ça fait partie de l'archipel. Fait qu'il y a vraiment, on parle de plusieurs centaines. Ah oui, wow. Ouais, tous les petits îlots. Puis il y a beaucoup de vie marine là, à travers ces îlots-là. Il y a beaucoup d'oiseaux. C'est pour ça que c'est bénéfique que ça soit protégé par Canada. Oui, je trouve ça génial. On marche avec Claudia, qui est la personne responsable ici avec nous autres. Puis elle nous parle des petites fleurs carnivores. On voit des petits écrevisses. Il y a vraiment une faune et une flore assez riche. Moi, je pensais que vu que c'est des îles qui sont tapées par le vent puis la mer, qu'il n'y aurait rien. Au contraire, ça regorge. Il faut rien que tu prennes le temps de regarder. C'est sûr. Puis il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup d'oiseaux. Puis la flore de l'archipel est particulière aussi. Puis il faut jamais oublier que sous l'eau aussi, c'est particulier. Il y a des super de beaux sites de plongée aussi autour des îles. Les gens qui veulent venir, la saison commence quand et se termine quand? On débute début juin. Puis on se rend, cette année, là, on se rend jusqu'à la première semaine d'octobre. Alors vous qui nous regardez, que vous soyez 1 ou 150 000, faites le détour, arrêtez off Saint-Pierre, Service maritime Boréal vont vous accueillir et tous les capitaines, non seulement ils sont beaux, mais ils sont gentils et compétents. Il disait tantôt que dans le fond, les roches ont tout le temps été là. Les monolithes ont toujours été là. C'est que dans le fond, c'est que l'eau s'est retirée. Bien, le monolithe qui est là, c'est un peu la preuve. On est à l'intérieur de l'île. Puis dans le fond, on a un monolithe là, qui est en plein milieu de l'île avec des petits arbustes là, qui sont dessus. On est parti tellement tôt ce matin qu'il faisait complètement noir. C'est le grand moment. On s'en va taper sur la pancarte bout de la route. Nelson et moi attendons ça depuis plusieurs jours. Regardez bien ça. On arrive dans quelques heures. Un de mes caméramans a eu l'opportunité de faire un bout de route avec un vétéran du camionnage. 39 ans qui fait la route de la Côte-Nord. Première des choses, la route est belle. OK? La route est très belle pour aller à Natashquan. Souvent, moi, je vais livrer au marché de Natashquan, sur les chambouleries. Puis, quand on arrive là, on est très bien reçu. Pour décharger la remorque, le monde nous aide. Il y a une grosse entraide. Tu arrives à Natashquan, si tu as un problème ou pas, tout le monde t'envoie la main.
tout le monde te parle. Regarde, pour moi, c'est le plus beau voyage que je fais dans le début de la semaine. Là, on s'en va vraiment au bout de la route. Merci, Yvan. Bon voyage. Soyez heureux. Toujours. Plaisir. Durant notre périple direction Kayegaska sur la Côte-Nord, on a fait un très court arrêt à Bidjouane-Betts. Mais Nicolas me dit, dans le privé, qu'il avait un oncle qui connaissait Bidjouane-Betts par-dessus tout, comme le fond de sa poche. On est ici. Bonjour, Jean-Marie. Bonjour. Bidjouane-Betts, vous êtes natif de là? Oui, je suis né à Bidjouane-Betts en 1939. Oh, quand même, monsieur. Oui. Je vais vous parler du fondateur, qui est mon arrière-grand-père, qui a fondé ce village-là en 1872. Oh, quand même. Oui. On a 150 ans d'histoire l'année prochaine, en 2022. Là, vous venez faire votre tour, voir un peu de famille ici à Québec. Vous avez des enfants à Québec. Mais oui, vous retournez tout le temps pareil, c'est à Côte-Nord. Vous retournez à Saint-Pierre, vous retournez dans votre village. Oui, je retourne dans mon village. Pour quelle raison vous n'avez pas déménagé complètement de la Côte-Nord? Bien, c'est qu'on savait construire une maison là, nous autres, puis dans le temps de la mine. Puis un coup que la mine a formé, bien là, on n'a pas voulu s'installer ailleurs. On était enracinés là, comme on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé quand la route a connecté de Bidjouane-Betts à Saint-Pierre au reste du Québec? Ça devait être la liberté totale. Bien, c'était la liberté. C'est parce que là, ton moyen de transport, tu l'avais toi-même. Mais nous autres, on était toujours sur la tente avant. On attendait soit après un bateau, soit après un avion, un nid d'avion, ou des avions sur ski d'hiver qui se posaient sur le lac gelé. Jean-Marie, un énorme merci. Par la magie de la télé, bien, on s'en retourne sur la Côte-Nord. Bon, merci, Jean-Marie. Oui, merci beaucoup, vous aussi. Sur notre route, direction le bout de la route, Kayegaska, on arrête évidemment dans le fameux village de Natashquan. Léonard, t'es un gars du coin. Qu'est-ce qui fait qu'on veut vivre ici à Natashquan, qu'on est ici et on veut continuer à vivre ici? Bien, je te parle de mon cas dans les années 60, puis je pense que ça reste encore. C'est que on a des grands airs, on a de l'air pur, il n'y a pas de pollution, on a des grands terrains, comme vous pouvez voir. Grands espaces. Des grands espaces, la mer qui est en face. Il y a de la pêche, évidemment, un peu de chasse l'automne. Donc, c'est des choses qui attirent les aventuriers. L'attrait, j'ai rarement vu des gens passionnés de leur région comme ça. Tu me dis, c'est à cause des grands espaces, le grand air, la mer, oui, mais il doit y avoir un petit quelque chose de plus. C'est-tu vos femmes? On a des racines acadiennes, hein? Puis on vient des îles-de-Madeleine. Nos ancêtres sont des îles-de-Madeleine. Fait qu'on est attaché à notre coin de pays, puis on peut sortir de la place, mais la place ne sort pas de nous autres. Ah, ça, c'est une belle expression. Ouais. Nous avons atteint presque le bout de la route. Il y a 14 ans, quand je suis venu avec un de mes chums, le bout de la route, c'était ici, la rivière Natashquan. C'était à 18,5 km de Natashquan sur une route de gravier. Maintenant, il y a 30 km de plus qui ont été rajoutés jusqu'à Kayegaska. Alors imaginez-vous, il y a 14 ans, on est arrivé ici à 5h30 le matin, après plusieurs centaines de kilomètres de route. On était contents. On avait un autochtone sortir de son bateau, un gros saumon avec un gros 3 brins, un hameçon immense.
Ça a vraiment fait notre voyage. C'était exceptionnel. On a tapé sa pancarte et on a rebroussé chemin parce que c'était impossible de traverser la rivière. C'était beaucoup trop gros. Ça aurait pris un bateau. Alors maintenant, d'être capable de monter jusqu'à Kegaska, c'est assez exceptionnel. Et on me dit qu'il y avait un projet de route qui se rendrait peut-être même jusqu'à Blanc-Sablon. Ça voudrait dire que si vous êtes bien crinqué, vous seriez capable de partir de la civilisation Québec, Montréal, Charlevoix, faire le tour par Bécomo, Manic 5, Fermont, Labrador-Cité, Happy Valley-Goose Bay, Blanc-Sablon, Kegaska et toute la Côte-Nord, encore une fois, descendant. Ça sera peut-être une prochaine aventure Octane quand la route sera terminée. Pour l'instant, on touche au but, on est presque rendu. On va aller rejoindre Nicolas et ses amis. Ils nous ont dit qu'ils avaient un bout de plage absolument exceptionnel, qui n'avait rien à envier à des plages qu'on voit dans le sud, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Pour les connaisseurs, vous reconnaissez cette immense chaise. C'est vraiment le bout de la route. Il n'y a plus rien en arrière de nous, c'est la mer. Alors, ça s'arrête ici. Maintenant, c'est one way back to Charlevoix. Bravo Nelson, nous avons atteint le bout de la route. C'est fait, le bout de la 138 à Kegaska. Il y a 14 ans, je suis arrêté 30 km plus haut. Le petit pont que vous avez vu s'arrêtait là, c'est un parking. J'avais mappé 968 km de chez moi à ici, au bout de la route. Finalement, avec le viraillage, toutes les péripéties que Nicolas nous a fait faire en VHR avec les 4 roues puis les côte à côte, on est à 1201 km. Ça nous a pris 1200 km pour arriver au bout de la route. Nelson, parle-moi de ton expérience extrasensorielle pour arriver au bout de la route. C'est spectaculaire de le vivre en sachant qu'on va arriver vraiment au bout. Les machines, tout va super bien. Puis c'est une belle ride avec toi. On s'excuse, Harley-Davidson Canada. On a un flasheur de pété et une aile en avant, mais c'était pour les besoins de la cause. On les a essayés, vos Harley-Davidson. Panamérica, on peut dire check. Un énorme merci. Nicolas, tu as été un hôte exceptionnel. Même si on n'a pas vu ta femme, on la remercie parce que tu nous as accueillis comme si on était de ta famille. Tous tes amis, tous tes partenaires d'affaires qui nous ont aidés à venir ici faire un gros trip exceptionnel. On parle de 10 jours de vie, mais 10 magnifiques journées. Un énorme merci à toute votre gang. On se reverra sûrement sur une autre saison parce qu'il paraît que vous faites pas mal de motoneige aussi. Ça serait peut-être le fun de venir durant ce temps-là. Et puis vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Nelson et moi, en direct de Kegaska, au bout de la route. Je suis Martin Henrique. Il est Nelson Moreau Junior. Et je vous dis à la semaine prochaine! Martin Henrique Octane vous est présenté par Carrier Harley-Davidson et Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Le bout de la route, il est long à atteindre. On a commencé à rouiller. Quel confort! La garantie achève.